T'es plutôt coffee shop ou café parisien? Je te raconte l'histoire d'un choc des cultures. T'as remarqué tous ces coffee shops qui poussent comme des champignons? Il ouvre un coffee shop par semaine en France. À Paris, c'est encore plus visible, il y en a à tous les coins de rue. Un peu comme les cafés bistrots autrefois finalement. Et ces fameux cafés bistrots, eux, ils sont en crise. Leur nombre a été divisé par 10 depuis 1945. À tel point qu'on réfléchit même à inscrire les cafés et bistrots au patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO. Alors cette vidéo, c'est une enquête pour comprendre ce paradoxe, comprendre ce choc des cultures entre les cafés bistrots d'un côté et les coffee shops de l'autre. Parce que oui, il s'agit bien de deux cultures, deux mondes différents qui se rencontrent à Paris. Je l'ai découvert en interviewant des entrepreneurs, des torréfacteurs et même des sociologues spécialisés dans le café. Allez, c'est parti pour une exploration des cafés parisiens. Que serait Paris sans les cafés parisiens? J'ai demandé au chercheur en sciences sociales Pierre-Emmanuel Niedzielski de m'expliquer leur importance. Les cafés, en fait, en France, en tout cas, dans la culture, c'est plus qu'un simple lieu. Et c'est plus que de simple sociabilité, en fait. C'est presque un phénomène culturel. C'est un symbole de notre vivre ensemble, de possibilité de consommer la ville, d'une certaine manière, de côtoyer l'autre. Dans ma thèse, les dernières parties parlent de cette coprésence désirée. La coprésence désirée. Voilà une belle expression qui me rappelle le plaisir d'être entouré d'inconnus avec tout le potentiel de rencontre qui va avec. Le café permet justement d'être ensemble en société, de partager un petit peu ce lien social sans avoir d'obligation en commun, sans avoir un objectif en commun, à part le plaisir d'être ensemble. Pierre-Emmanuel m'a rappelé à quel point le café était un vecteur de lien social. Mais depuis quand ça remonte, cette idée de café comme lieu social? Pour le savoir, il faut remonter le temps et revenir aux origines du café en France. Le café arrive en France en tant que boisson par le port de Marseille et il remonte progressivement jusqu'à la cour de France. Mystérieuse boisson venue d'Orient, le café séduit la noblesse française. Y tremper ses lèvres devient le comble du raffinement. Et comme toutes les modes, elle est imitée jusqu'à arriver dans les rues de Paris, où des cafetiers ambulants se promènent pour vendre le breuvage. C'est alors qu'un cuisinier italien du nom de Francesco Procopio dei Coltelli, employé comme cafetier dans une modeste échoppe, décide d'ouvrir son propre établissement. Et ce premier café de Paris, qui existe toujours d'ailleurs, s'appelle le Procope. Il est né sous une bonne étoile puisque la Comédie Française s'installe à 2 pas du café dans la même rue. Et c'est à ce moment-là que tout change pour le café, parce qu'en plus de l'attrait pour ce lieu luxueux, joli, etc., on va avoir une nouvelle clientèle qui arrive et qui va tout bouleverser dans la vie des cafés, c'est les artistes, les acteurs et les écrivains et les novellistes, etc. qui vont se réunir au Procope, justement. Dans le sillage des comédiens et des écrivains, les philosophes se réunissent aussi au Procope. Le lieu devient le refuge des libres penseurs. Voltaire et Rousseau y affûtent leurs idées, Diderot y écrit son encyclopédie. Et dans les années suivantes, d'autres cafés suivront en restant des lieux d'échange intellectuel et artistique. Au 19e et au 20e siècle, les salles s'agrandissent et les affinités se précisent. Chaque mouvement artistique, chaque groupe littéraire trouve son café. Quelques cafés iconiques. Il y a la Nouvelle Athènes, à Pigalle, qui est connue pour avoir accueilli Degas, Satie, Ravel, qui se sont rencontrés là-bas, paraît-il. La Nouvelle Athènes, c'était ce café sur la place Pigalle, au pied de la butte Montmartre, qui était devenu, dès la fin du 19e siècle, le lieu incontournable pour les artistes, notamment impressionnistes. Alors, ce qui est intéressant avec ce café, en plus des artistes qu'il a accueillis, c'est qu'il se retrouve finalement objet de travail de certains artistes. On le retrouve sur une peinture de Manet, on le retrouve sur une peinture de Degas. 2 tableaux peints à quelques années d'écart. Un même décor, le fameux café de la Nouvelle Athènes. Un même modèle, Hélène André, une comédienne de l'époque, mais 2 regards très différents. Le regard de Degas est dur et sans concession. Des tons sourds et une composition déséquilibrée racontent l'ivresse et la solitude urbaine de ces 2 personnages face à leurs ombres et leurs verres d'alcool. Quand Manet peint ce tableau 2 ans plus tard, c'est un peu une réponse à Degas, avec une vision beaucoup plus tendre. La femme n'est plus désespérée mais rêveuse, simplement. La composition plus stable, le rose délicat de la robe, la boisson, une liqueur de prune au lieu de l'absinthe. Manet raconte un moment de paresse indulgente alors que Degas décrivait l'aliénation moderne. Et donc le café, qui est finalement le quotidien des artistes, devient un sujet d'inspiration. Et c'est toujours cette relation entre le quotidien des artistes et qui devient finalement leur sujet, c'est leur vie, les cafés. Que reste-t-il de la Nouvelle Athènes?
Plus grand chose malheureusement, le café a périclité et il a même été ravagé par un incendie en 2004. Puis il a été racheté par un promoteur immobilier qui l'a complètement rasé pour en faire un supermarché. Alors la Nouvelle-Athènes, c'est un exemple tragique, mais c'est un arbre qui cache la forêt de milliers de cafés bistrots qui baissent le rideau en France. Je te l'ai dit tout à l'heure, leur nombre a été divisé par 10 depuis 1945. Alors, est-ce que le café parisien est en voie de disparition ? Oui et non. On va commencer par non. Pourquoi ? Je ne pense pas qu'il soit en disparition. Pour deux choses. Parce que justement, cette image du café parisien, il faut savoir qu'il y a eu une tentative récente de le protéger à l'UNESCO. Et oui, il y a une association des cafés et bistrots de France qui milite pour leur inscription dans le patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO, qui permettrait de reconnaître leur importance sociale et culturelle. Mais il faut dire que ça n'irait pas plus loin. Quand une pratique est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, ça a surtout une valeur symbolique, mais ça n'oblige pas les États à prendre des mesures pour la protéger. Deuxième point, c'est que cette image du café parisien, il me semble qu'elle est très facile à exploiter d'un point de vue touristique et qu'elle est, mise en lumière dans des séries comme Emily in Paris, etc., etc. Mais en même temps, peut-être qu'il y a un risque. C'est que, oui, en fait, si on s'inscrit vraiment dans ces représentations un peu passéistes, on ne retrouvera pas la même chose. Les sociabilités ont évolué parce que notre société a évolué et les attentes, lorsqu'on va dans un café, sont plus les mêmes aujourd'hui. Le modèle de café parisien deviendra, non pas une sorte de musée, mais une sorte de rareté, et qui ne se suffira pas à lui-même. Et pourtant, alors que les cafés type bistrot disparaissent, on voit apparaître un nouveau type d'établissement un peu partout dans Paris. Vous aussi, vous l'avez remarqué ? Ça a commencé dans les quartiers branchés, le Marais, le Canal Saint-Martin, le 11e. Ces coffee shops qu'on voit fleurir un peu partout ont introduit à Paris un nouvel art de vivre, le specialty coffee. Le café de spécialité, c'est quoi ? C'est un café qui a une vraie traçabilité jusqu'à un lieu de production bien identifié et qui est surtout identifié comme tel, comme café de spécialité par la Specialty Coffee Association qui attribue des notes à chaque café. Ok, ça c'est la définition factuelle, traçabilité claire, contrôle qualité exigeant. Mais le specialty coffee, c'est surtout une nouvelle façon de consommer le café et une nouvelle culture qui l'accompagne. Avec cette culture du specialty coffee vient toute une série de gestes, de process qui accompagnent le café vert jusqu'à la tasse pour le sublimer au maximum. Il y a aussi quelque chose d'important qui est arrivé avec le specialty coffee, c'est l'idée qu'un bon café n'est pas forcément un espresso, mais peut être consommé avec ce qu'on appelle des méthodes douces. Ça peut être de la French press, ça peut être de la V60, de la Chemex, de l'Aeropress, des noms barbares. Des noms qui s'inscrivent dans une même philosophie, celle du slow coffee. Prendre le temps d'extraire toutes les saveurs du café grâce à des outils simples comme des filtres, mais avec des gestes précis et des règles strictes. Une vraie cérémonie du café. Ce développement autour de la spécialité du produit, ce fait de prendre le temps de retrouver la saveur du produit, ça fait partie des marqueurs de notre temps. Il y a clairement un côté artisanal, notamment dans la torréfaction, je ne vais pas parler, mais cette torréfaction dans le specialty coffee, elle est forcément artisanale. Ça, c'est quelque chose que tout le monde m'a répété dans le milieu du specialty coffee. La torréfaction est une étape clé. Alors j'ai eu envie d'en savoir plus. J'ai suivi Marin, un créateur de coffee shop et torréfacteur, dans une brûlerie collective qui s'appelle Beans on Fire à Paris. C'est parti pour une immersion dans les coulisses de la torréfaction. Hop. Donc ça c'est le sac de café qui arrive du Vietnam. Donc voilà à quoi ça ressemble le grain avant d'être torréfié. En fait c'est très végétal, ça a vraiment l'odeur un petit peu de foin. Alors celui-ci est très parfumé, il est très agréable à sentir même en verre. Mais voilà, c'est vraiment la cuisson qui va lui donner la couleur très marron au café. Donc avant la cuisson, c'est quand même bien plus petit que le café tel qu'on le connaît. En fait, il va gagner en volume après la cuisson, comme un popcorn. Donc je vais charger à l'intérieur de la machine le Arabica. Une fois que j'ai chargé un timing très précis, je vais commencer à allumer les gaz. Et après, on va pouvoir regarder l'ordinateur et voir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, la torréfaction, la descente, c'est aussi beaucoup de numérique et on a des courbes. Et on suit en temps réel l'évolution du grain en température.
Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'aux alentours de 140 degrés, tu vas avoir la réaction Maillard. C'est une réaction des acides aminés avec les sucres dans le grain. Et c'est ça qui va apporter cette fameuse couleur marron qu'on retrouve dans tout ce qu'on va cuire. Une brioche qu'on va mettre à cuire, elle va devenir marron. C'est la réaction de Maillard. Et c'est ça qui va apporter le goût, en fait, qui va apporter de la complexité et créer plein de nouvelles molécules qui vont avoir du goût et qui vont plaire à nos papilles, tout simplement. Et continue encore de craquer. Hop, comme du popcorn. La torréfaction, il faut le voir vraiment comme une cuisson contrôlée. Il s'agit de s'arrêter juste à temps pour éviter ce qu'on appelle le dark roast. C'est la hantise des experts du café. Le dark roast, c'est cette fâcheuse manie qu'ont les industriels du café de brûler leurs grains pour obtenir un goût uniforme mais plat et très amer. En gros, c'est l'inverse de ce que recherchent les torréfacteurs comme Marin. Et nous, notre but, c'est de mettre en avant le terroir et l'acidité en fait partie parce que l'acidité... T'inquiète Marin, on a saisi que la torréfaction était un art de la précision et de l'équilibre. Et maintenant si on allait goûter tout ça. Allez, emmène-nous à Phin My, le coffee shop que tu as fondé dans le 5e avec ta copine Kim Nha. Bienvenue à Phin My. On est un coffee shop vietnamien, une marque de café vietnamien. Attends, t'as bien dit vietnamien? Le café ça existe au Vietnam? Ouais, donc le Vietnam, je sais pas si tu sais, on est second producteur de café dans le monde. Kim Nha est elle-même vietnamienne et me montre la cafetière fine qu'on utilise là-bas. Donc là, on a une presse, on va mettre notre café moulu à l'intérieur. Ensuite, poser la presse et mettre de l'eau chaude. Et avec la force de la gravité, le café va s'écouler de goutte en goutte. Donc c'est une méthode très populaire et très simple à faire à la maison. Kim Nha et Marin me racontent comment leur aventure a commencé, comment ils ont traversé le Vietnam à la recherche des meilleurs grains de café, comment ils sont revenus à Paris avec l'idée de transmettre cette culture du café vietnamien. Parce que oui, là-bas, le café fait partie du quotidien, on le boit à tous les coins de rue. C'est aussi une culture de vie. En fait, au Vietnam, le coffee shop, c'est un lieu de vie, en fait. C'est un endroit où on va se rencontrer pour discuter, comme toi et moi, là, aujourd'hui. À l'autre bout du monde, on se réunit aussi autour du café. Ça n'a rien de spécifiquement parisien ou français, finalement. Ces sociabilités autour de la boisson et autour du café notamment, elles sont universelles, bien sûr. On arrive à la fin de notre exploration du café à Paris, et on a vu que la ville faisait cohabiter plusieurs approches, plusieurs cultures du café. Alors comment ces différentes cultures vont évoluer ensemble? Est-ce qu'on peut anticiper une concurrence, une confrontation? La confrontation, j'y crois pas peu. Le marché de l'humain, ou le plaisir d'être ensemble, est trop vaste pour être dans la confrontation. Alors on peut aussi attendre un métissage, des influences mutuelles, ou bien encore une juxtaposition où chaque type de café, le tradi et le coffee shop, gardent leur identité propre. Et notre histoire, si elle se plonge à la fois dans le traditionnalisme et le métissage, ça correspond un peu à ce qui se passe en vrai, donc ça me paraît assez possible. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. En tout cas, ce mini-documentaire est terminé. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.